Tout de suite, le JT. Merci d'être au rendez-vous de la rédaction, chers téléspectateurs, internautes ou auditeurs de la radio Électron FM. Bonjour et bienvenue dans cette édition, le journal La Presse ici. « 48 heures après l'adoption de la révision constitutionnelle prolongeant le mandat du chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, renouvelable 7 ans, ainsi qu'une année supplémentaire pour les députés, continue d'alimenter encore des débats. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est la politique de la chaise vide qui devient une marque des députés et sénateurs de l'adoption, sinon de l'opposition. À quoi sert de boycotter les débats? La réponse dans cette analyse sienne l'Algem Narcisse Mbaynadji. La politique de la chaise vide ne se paye pas. On a coutume de le dire. Lors de l'adoption de la révision constitutionnelle, prolongeant de 7 ans le mandat du chef de l'État, les députés et les sénateurs de l'opposition ont une fois de plus brillé par leur absence. Ils ont boycotté la séance plénière, suivi des débats. Ils ont abandonné, comme à leur habitude, le député Béral Mbaye Koubou de l'opposition démocratique, celle contre tous, l'inénarrable, le charismatique, le fin stratège, Béral Mbaye Koubou, toujours constant, a déclenché des tirs nourris contre les députés et sénateurs de la majorité présidentielle. Il savait pertinemment que ce vote allait passer sans anicroche, mais il n'a pas lâché prise. Il s'est déchaîné en traitant les auteurs de tous les noms d'oiseaux et a défendu bec et ongle son point de vue intramuros. Entre-temps, les autres députés et sénateurs ont sans tambour ni trompette disparu de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors qu'ils ont un mandat national, ils doivent rester et prendre le peuple qui les a mandatés à témoin de ce qui s'est passé réellement à la représentation nationale. Il ne faut pas tenter de se prévaloir de sa propre turpitude. L'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, leader du Parti démocratique sénégalais PDS, qui a roulé sa bosse depuis des lustres dans le marigot politique sénégalais, a toujours averti ses partisans qu'il ne faut jamais faire la politique de la chaise vide. Et un autre député sénégalais d'ajouter, si on se dit représentant du peuple, on doit affronter les débats, pas les fuir. Si certains préfèrent y aller parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont été insultés, alors autant démissionner. La posture des députés et sénateurs de l'opposition démocratique n'est pas apprécié par les citoyens qui avaient suivi ces débats. En claquant la porte, ils ont offert des verges à la majorité pour les trucider sans ménagement. Ils ne doivent pas prendre comme prétexte que tout a été ficelé pour se dérober de leurs responsabilités. Les députés et sénateurs de la majorité considèrent que leur boycott ne remet pas en cause la nature de ces votes. Il faut dire qu'en boycottant les débats, cette opposition a montré qu'elle n'avait dans l'immédiat ni stratégie claire, ni envie réelle d'assumer son rôle dans l'hémicycle. Leur participation aurait enrichi les débats. Il faut que les uns et les autres acceptent d'aller au débat qui sont un lieu de confrontation d'idées. Le boycott est une fuite de responsabilité. Il est pour le moins curieux de fuir les débats d'idées puis de revenir à la hâte pour contester. L'opposition doit éviter à l'avenir de choisir la dérision et s'accrocher au mobilier. Entre chaises vides, chaises bancales et chaises critiques, elle doit choisir la bonne chaise pour répondre aux préoccupations de ses mandataires. En tout cas, lors de ces votes de la révision constitutionnelle, l'opposition parlementaire reste cocasse dans le landerneau politique tchadien. Entre-temps, le groupe thématique de la communication du plan national de développement Tchad Connexion 2030 a convié le secteur privé à un déjeuner hier. Autour de ce déjeuner, le but recherché est d'échanger sur le dialogue et les perspectives de l'économie nationale. Plus de précisions, écoutons Josephine Nabi. Ce dimanche, les fourchettes ont accompagné les ambitions. C'est le ministre d'État, ministre des Finances et président du comité d'organisation de la table ronde du projet de développement national qui a ouvert le bal gastronomique à 13h30. Son geste a marqué le début d'un moment de convivialité autour d'un buffet généreusement garni, propice aux discussions franches et au rapprochement stratégique. Une pluie de projets, tous secteurs confondus, a été reçue et présentée par la cellule
d'appui de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat. Pas moins de 200 projets, dont 174 ont été présentés lors de cette rencontre. Le montant global des projets soumis s'élève à 867 milliards 267 millions 784 254 francs CFA. Une enveloppe qui illustre l'ambition collective de bâtir un Tchad résolument tourné vers 2030. La table ronde qui se prépare a pour objectif de mobiliser les financements nécessaires, bien sûr, financement également interne, mais aussi externe à la mise en œuvre de ces plans ambitieux à travers nos proches. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de mobilisation des opérateurs économiques tchadiens à investir eux-mêmes dans leur pays. Aujourd'hui, j'apporte 800 milliards. J'apporte 200 projets. C'est exactement un copier-coller de 2017. À mon avis, aussitôt au retour du PIB, 38 milliards qui vont être rapportés au Tchad, nos structures économiques actuelles ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire que la Chambre de commerce n'est pas bien outillée. Elle est obsolète. L'ANI est obsolète. Tel que c'est parti, tout cet argent, malgré les efforts de nos autorités, ne sera pas rentable pour le pays. Le président du patronat tchadien, quant à lui, il a insisté sur la nécessité d'un cadre de collaboration pérenne entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Si nous ouvrons la voie à l'industrialisation, le bénéfice c'est quoi? C'est que la valeur ajoutée va être locale, les emplois vont être locaux, l'ensemble, beaucoup de bénéfices vont être... Mais nous, on veut vous honorer aussi, vous célébrer aussi. Dire voilà nos opérateurs. Ce déjeuner d'échange n'était pas qu'un moment de présentation. Il a permis de poser les jalons d'une gouvernance plus inclusive, où le secteur privé est appelé à jouer un rôle moteur de la mise en œuvre du PND. La transparence, la coordination et la valorisation des initiatives locales ont été au cœur des discussions. Page éducation de cette édition. Hier, le monde a célébré la journée mondiale des enseignants. À cette occasion, la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, à travers son secteur de l'éducation affilié, ont donné une couleur particulière à cette journée. C'était à l'espace Anna, situé à Chagua, dans la commune du 7e arrondissement. Bainadi Nicolas était de la partie. Cette célébration a réuni les enseignants, responsables syndicaux et représentants des différents corps affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs du Tchad, CST, s'est déroulée dans une ambiance à la fois festive et revendicative, sous le thème « Ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain ». Dans son allocution, la présidente du comité d'organisation souligne le vivre ensemble des enseignants. Le thème de cette année, l'ensemble pour les enseignants, ensemble pour demain. Nous appelons à chaque point notre mission dépasse la simple transmission des savoirs. Il rappelle à l'union, à la solidarité, à inculquer l'idée de vivre ensemble à nos progénitures dans nos diverses prestations. À l'instar des autres enseignants, nous, enseignants affiliés de la CSTT, célébrons cette journée pour marquer notre présence parmi les organisations sœurs et souhaitons la bienvenue aux camarades, membres du bureau exécutif. Les responsables syndicaux ont salué l'engagement quotidien des enseignants malgré les conditions de travail difficiles. Les syndicats du secteur de l'éducation affiliés à la CST ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement. Mettre en place des mécanismes réguliers et permanents de concertation entre le gouvernement, le ministère en charge de l'éducation, les partenaires et les organisations syndicales pour traiter les questions sociales, les conditions de travail, d'accès à la formation, etc. La relecture du décret 477 au plus tôt possible pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. La revalorisation du point d'indice 115 à 150. Le rappel des effets
prévu par l'accord du 9 janvier 2020. Le rappel de 16 mesures qui, jusqu'à là, n'est pas effective. Le rappel des abattements et les 50% des AGS coupés en janvier 2018. Le versement des primes de transport de certains collègues de 2016 à 2025. Le président de la CST a rappelé le rôle central des syndicats et enseignants dans la formation des citoyens et le développement du pays. Il a également dénoncé le manque de moyens pédagogiques, les revendications et la précarité des enseignants. Les participants ont réaffirmé leur détermination à poursuivre le dialogue social, mais aussi à défendre les droits des anciens piliers essentiels de l'avenir du pays. Autre volet de l'actualité, la journée mondiale de la paralysie cérébrale est un événement annuel visant à sensibiliser le grand public sur des conditions neurologiques. Cette maladie affecte des milliers de personnes à travers le monde. Yaki Didia nous en dit un peu plus. Cette journée est l'occasion de mettre en lumière les défis quotidiens des personnes atteintes de paralysie cérébrale et de promouvoir une meilleure inclusion dans les communautés. Elle mobilise les acteurs du secteur médical, les associations de patients, les familles et le grand public autour d'initiatives visant à améliorer la qualité des services de santé de base des personnes concernées. En outre, elle se manifeste par des troubles du mouvement, de la posture et parfois des difficultés associées comme des troubles de communication ou des déficiences intellectuelles. La Journée mondiale de la paralysie cérébrale a été créée en 2012 à l'initiative du Consortium international d'organisations œuvrant en faveur des personnes atteintes de cette maladie. L'objectif était d'encourager les efforts de sensibilisation à l'échelle mondiale et de favoriser le partage de connaissances de bonnes pratiques. Depuis sa création, cet événement a pris de l'ampleur et est désormais célébré dans de nombreux pays. Il permet de donner la parole aux personnes concernées et de mettre en avant les avancées médicales et technologiques et de rappeler l'importance d'une prise en charge adoptée dès le plus jeune âge. Bien qu'il n'existe pas encore de traitement curatif, une prise en charge précoce permet d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes. Alors, il faut signaler que les avancées en matière de rééducation, d'assistance technologique et d'accompagnement social ont été réalisées en vue de contribuer à une meilleure autonomie des patients. Au Tchad, l'élevage est un pilier de l'économie, mais ce secteur fait face à plusieurs difficultés qui freinent sa productivité. Ces difficultés sont entre autres les longues distances pour accroître, sinon accéder au pâturage, le suivi des soins vétérinaires et le manque d'infrastructures. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce secteur? Vonba Kiabo nous en dit un peu plus. La santé animale est cruciale pour la productivité du cheptel, la sécurité alimentaire et le revenu des élevages. Les longues distances que doivent parcourir les éleveurs pour accéder au pâturage compliquent le suivi des soins vétérinaires et peut accroître le risque de propagation des maladies pendant les épidémies. Le manque d'infrastructures adéquates contraint les éleveurs à de longs trajets avec pour conséquence une menace pesante sur les activités commerciales. Afin de trouver des solutions idoines à ces problèmes qui gangrènent l'économie, des stratégies de contrôle et de régulation doivent être mises en place pour faire face à cette situation préoccupante. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'élevage Abderrahim Awad Ateib donne plus de précisions. Oui, il y a les maladies les deux maladies qui sont plus graves sont la péripnéumie contagieuse bovine et puis la peste de petits ruminants. En tout cas, pour la peste de petits ruminants, le Tchad s'est engagé avec les autres pays du monde pour l'éradiquer d'ici 2030. Et ça, nous sommes en train de travailler. Donc, et même pour la péripnéumie contagieuse bovine, ce n'est pas une maladie à éradiquer, mais c'est une maladie à contrôler. Ils sont en train chaque année de faire la vaccination des bovins. Donc pour les deux, nous sommes en train de travailler, mais il y a d'autres aussi maladies qui sont là, les maladies telluriques, c'est-à-dire que les charbons bactériens, les charbons symptomatiques, la pasteurellose et autres. Et donc ça, c'est des maladies que le vaccin
sont dans le marchand. Et donc, les éleveurs sont en train d'acheter et puis vacciner leurs cheptels. Mais pour les deux grandes maladies, pour la peste des petits ruminants, c'est gratuit et c'est le ministère qui s'en charge de le faire. Et pour la pneumonie contagieuse bovine, c'est toujours le ministère qui est en train d'organiser cette campagne. Mais quand même, celui-là, cette vaccination, elle est payante. Nous, on demande la contribution, par exemple, des éleveurs. Pourquoi on fait ça? Parce que nous avons le PRAPS qui nous, avec les autres partenaires, qui nous fournissent, par exemple, les vaccins pour le moment. Mais après 2027, c'est le pays qui va prendre le relais. Il est primordial que le ministère de l'élevage investisse dans la santé animale afin d'améliorer la qualité et la compétitivité du cheptel tchadien, garantissant ainsi une meilleure sécurité alimentaire et une contribution accrue à l'économie nationale. Rendre le secteur de l'élevage plus résilient et prospère est l'objectif à atteindre pour assurer la santé de la population et la viabilité économique du pays, a laissé entendre le ministre. Merci de continuer de suivre cette édition. En Afrique, les naissances des enfants sont une bénédiction qui fait la fierté de deux familles et accélère la démographie africaine. Être né dans une famille, surtout dans la société tchadienne, révèle d'une responsabilité importante dès bas âge. Mais au fil du temps, cette responsabilité n'est pas partagée et cela peut nuire à l'éducation de l'enfant. Frida Ketem nous fait le point. Les enfants sont des richesses et des sources de bénédictions qui résultent des mariages dans nos communautés africaines, plus précisément au Tchad. Cependant, dans certaines communautés, les aînés se voient attribuer des responsabilités précoces, une pratique souvent ancrée dans les structures familiales et sociales traditionnelles, car elle présente plusieurs avantages significatifs. Premier fils, là, c'est comme son œil. Tous ces biens, là, il fait, mais c'est pour son premier fils. S'il y a quelque chose, on dit où est son premier fils. Si le père trouve la mort, les yeux sont sur le fils aîné. Pourquoi ça? Parce que les autres là deviennent maintenant les enfants de son premier fils. C'est pour cela, quand il fait tout, il donne tout à son premier fils. C'est une manière de préparer ses aînés à la succession et de leur faire assumer les rôles du futur chef de famille en l'absence du père. En gérant ces tâches et en prenant soin de leurs cadets, ces aînés développent un sens aigu de l'autonomie et de la maturité plus rapidement. Ils apprennent les devoirs de transmission du savoir, de l'expérience et des traditions, ce qui valorise nos multiples cultures tchadiennes et renforce le respect des règles traditionnelles familiales. Cette responsabilité les aide à faire face à des situations et à prendre des décisions, ce qui est une préparation essentielle à la vie adulte. Cependant, cette attribution de responsabilité doit être équilibrée pour ne pas devenir une charge excessive ou nuire à l'éducation scolaire et au bien-être de l'enfant. Hors de nos frontières, seulement 27 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu, qui devait rendre officielle la liste des membres de son gouvernement, a plutôt préféré se décharger de ses fonctions de Premier ministre. Il a remis sa démission ce matin au président français Emmanuel Macron. Pour plus de précisions, écoutons Abdoul Olive. Le plus bref gouvernement dans l'histoire de la France est celui de Sébastien Lecornu, qui n'a vécu que 27 jours. Après avoir dévoilé la moitié de la liste des membres de son gouvernement ce dimanche fin après-midi, Lecornu, qui est censé tenir son premier conseil de ministres avec son gouvernement ce lundi après-midi, a plutôt choisi de se décharger de ses fonctions de Premier ministre. C'est à travers une démission officiellement remise à l'Élysée au président Macron qu'il a accepté. Sébastien Lecornu déclare que les conditions ne sont plus réunies pour exercer en tant que Premier ministre. Les raisons qui ont poussé à cette démission sont simples. Première raison, les formations politiques de l'opposition ont fait mine de ne pas voir le changement, la rupture profonde du fait de ne pas se servir de l'article 49, l'alinéa 3 de la Constitution. Donc il n'y a plus de prétexte de censure. Deuxième raison, les partis politiques continuent d'adopter une posture
comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale et chaque parti politique lutte pour l'adoption de son programme politique par un autre parti politique. Troisième raison, la composition du gouvernement n'a pas été fluide et cela a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois sans lien avec les élections présidentielles à venir. Une démission qui engendre encore plus de confusion et de questionnement, mais aussi à des propositions comme la dissolution de l'Assemblée nationale, la démission de Macron afin de préserver les institutions et débloquer la situation déjà incontournable, le retour aux urnes pour que le peuple français se prononce et autres actions. Pour l'opposition, Macron est le seul responsable de la crise politique que traverse la France en ce moment et la démission de Lecornu a été reçue comme une sage décision. Les chefs de parti de l'opposition profitent de cette démission pour réfléchir à comment mettre fin à ce remue-ménage dans le milieu politique pour une stabilité et un retour aux bonnes habitudes. Pour l'avenir de la France, Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, n'a pas manqué de s'adresser au peuple français en ces termes. Il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. Il faut faire preuve d'humilité, dépasser les égos, toujours avoir le sens de l'intérêt général et faire de compromis pour pouvoir atteindre les objectifs. Aux autres politiciens, Lecornu demande de préférer le pays au parti. Qui d'autre prendra le risque d'accepter d'être le capitaine de ce bateau qui tangue et a l'air de chavirer? Nous le saurons bien assez tôt. Et c'est ici que s'achève cette édition de ce lundi 6 octobre 2025. Merci pour votre fidélité. Excellent début de semaine à toutes et à tous.